Alors Frédéric, si quelqu'un tombe sur cet épisode par hasard, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour qu'il reste nous écouter? D'abord, j'ai envie de lui dire, si vous êtes un décideur, un CEO, un dirigeant ou même une personne à titre individuel, bref, si vous devez décider, on va adresser une vérité assez dérangeante, c'est qu'on décide très très mal. Ok. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous pensons raisonner dans nos décisions, or nous ne le sommes pas du tout. En fait, je pourrais même dire que notre cerveau nous trompe. On prend des décisions rapidement, on prend des décisions via des stéréotypes ou des raccourcis. On y rajoute les émotions, qui sont pas toujours des bonnes conseillères. Et enfin, pour couronner le tout, on rajoute l'intuition, qui est bien moins fiable que ce qu'on pourrait espérer. Et donc, c'est comme ça qu'on prend nos décisions, et on va voir, enfin, dans la conversation qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce que je voudrais essayer de vous expliquer. On va voir comment on peut prendre des décisions, justement, qui vont pouvoir esquiver tous ces pièges du cerveau. Génial, super programme. Et qui concerne tout le monde, que ce soit les managers ou les chefs d'entreprise. Pour mieux te connaître, c'est quoi ton grand message? C'est quoi ta grande mission? Les valeurs qui guident ta vie? Et puis si tu as envie, tu peux aussi partager nous dire de quoi ça vient. Est-ce que tu as eu à un moment, tout d'un coup, une vision ou quelque chose qui t'a engagé dans cette voie-là? Ah, oui, en fait, c'est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai clarifié tout ça. Enfin, je me suis appliqué à moi-même ce que je conseille. Et je pense que ce que j'adore par-dessus tout, c'est changer les perceptions. C'est faire évoluer les perceptions, notamment celle de la prise de décision, pour permettre un monde où on accomplit. Je suis obsédé par l'accomplissement. C'est quelque chose qui est important pour moi. Mais je précise tout de suite l'accomplissement professionnel. C'est dans ce champ-là que j'opère. Il y a d'autres accomplissements. Il y a l'accomplissement spirituel, religieux, personnel, familial. Être père est un merveilleux accomplissement. Et moi, je me suis cantonné à l'accomplissement professionnel. C'est de ça qu'on va parler. Et je sais pourquoi tu me poses cette question, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que ça remontait très très jeune, cette obsession de l'accomplissement. Je me souviens d'un professeur, quand j'avais, je crois, 13-14 ans, qui était assez inspiré et plutôt inspirant, et qui nous avait demandé, nous, les gamins de l'époque, les ados de l'époque, d'écrire comment nous nous voyons professionnellement dans 15 ans, de sceller ça sous une enveloppe, de nous l'adresser et de l'ouvrir 15 ans après. Et donc, effectivement, à la cour de récréation, on a échangé. Et évidemment, tous mes camarades de classe avaient des idées extrêmement précises. Hein. C'était je serai médecin, je serai chirurgien, footballeur professionnel, je sais pas, pilote de Formule 1, milliardaire, banquier, etc. Et moi, j'étais là avec une injonction, et je t'assure, j'avais à 14 ans, j'avais ni lu Nietzsche ni Jung, mais j'étais avec une injonction très nietzschienne qui était « j'aimerais bien que tu deviennes qui tu es ». Et ça, pour moi, c'est déjà, c'était peut-être avec le recul, je me dis qu'est-ce que je dirais à ce gamin-là aujourd'hui. C'était pas du tout prétentieux, mais c'était une grosse pression d'un gamin de 14 ans sur l'adulte que je suis, parce que je voyais l'accomplissement de moi, c'était Maslow, quoi. C'était la pyramide de l'accomplissement comme étant la chose ultime à réaliser. Ok. Et c'est ça qui t'a inspiré après à aider les autres à devenir qui ils sont vraiment. C'est ça que je fais maintenant, et c'est là où effectivement j'en parle un peu dans mon livre, je suis dans la joie quand je fais ça, donc je suis vraiment dans mon truc. Ok. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire un petit peu d'où tu viens, où tu es arrivé, vers quoi tu vas? Alors, comme je viens de le dire, aujourd'hui j'accompagne des décideurs, des entrepreneurs, des équipes, je suis aussi auteur, je suis aussi conférencier, et à la rentrée, je serai professeur invité dans une école de commerce. Mais je pense que la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle où j'accompagne effectivement les équipes et les dirigeants à mieux décider. Je ne fais pas que ça, je les accompagne aussi à mieux convaincre ou à mieux négocier. En fait, tout ça est basé sur des expériences du passé. J'ai l'habitude de dire que j'ai eu 3 vies. À la base, je suis juriste, puis juriste européen. C'est vrai aussi que je suis thérapeute, thérapeute selon l'approche systémique de Palo Alto. Je peux en dire un mot si ça t'intéresse. Je ne pratique pas en tant que thérapeute, mais c'est une formation que j'ai suivie, enfin que j'ai fait aussi, et je suis thérapeute. J'ai eu une première vie pendant 10 ans, 10-12 ans. Je me suis rendu compte que j'étais assez régulier, en fait. J'ai changé de vie tous les 10-12 ans. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ma première partie de vie était dans les institutions internationales, et on se compris l'ONU. J'ai travaillé dans le cabinet d'un président d'une des agences à Genève.
La deuxième partie de ma vie, c'était la vie réelle. Je voulais plutôt ancrer dans le réel. J'ai travaillé dans les business, dans les télécoms, d'abord pour un opérateur national et ensuite pour conseiller d'autres. Alors à l'époque, c'est France Télécom, hein, ça te carbone 14 de l'âge que j'ai. Ça s'appelait France Télécom à l'époque, Telefonica, BT. Et puis la dernière partie, 12-13 ans également, j'ai travaillé dans une organisation qui s'occupait du développement de l'Internet, c'est-à-dire de connecter les 50% du monde qui n'étaient pas connectés. Le président à l'époque de cette organisation était Vint Cerf, qui était la personne qui a inventé l'Internet, et on disposait de fonds assez considérables pour perpétrer, si tu veux, l'Internet et la connexion du réseau Internet au reste du monde. Et puis il y a eu le Covid, qui a tout arrêté, qui m'a bloqué comme le reste du monde, et qui m'a permis une réflexion et qui m'a mené à ce que je fais maintenant, en fait. Voilà, la boucle est bouclée. Ok, super, merci. Aujourd'hui, évidemment, on va parler des processus de prise de décision et en particulier de la prise de décision du dirigeant. Pour démarrer avec une définition simplement, qu'est-ce que c'est qu'une décision importante pour toi? Alors d'abord, il y a qu'est-ce que c'est une décision, et puis une décision importante. Une décision, c'est un processus cognitif qui amène à une action ou une inaction, parce que ne pas décider, c'est décider. Ouais. Une décision importante, mais c'est quelque chose que j'ai pas défini. Je pense que c'est à chacun à y apporter une réponse. Je pense, moi, qu'une décision importante, c'est une décision qui a un impact important ou un impact sur ta vie professionnelle, familiale, financière. Donc, par définition, c'est pas quelles chaussures je vais mettre ce matin ou est-ce que je prends le bus ou le tram ou mon parapluie ou pas. Mais ce sont des décisions que les dirigeants prennent. Et en fait, c'est l'apanage du dirigeant de prendre des décisions importantes toutes les 5 minutes qui peuvent avoir un impact sur l'organisation. C'est comme ça que je la définirais. Ok. L'importance de la décision en management, puisqu'on est sur un podcast qui s'adresse à des gens qui pratiquent le management, que ce soit les managers salariés ou les chefs d'entreprise. Comment tu intégrerais justement la décision dans la mission du manager? Je pense que c'est le cœur de la mission du manager, c'est l'apanage du manager. Je définirais moi le manager comme quelqu'un qui va accompagner une équipe pour accomplir une vision. Ouais. Une des tâches fondamentales du manager, c'est de décider. Et il le fait très très souvent. Et les neurosciences nous disent, parce que c'est là où j'ai tiré la plus grande partie de mes réflexions, c'est la pratique d'une part, mais c'est aussi l'encadrer dans les neurosciences, c'est que décider, c'est pas du tout facile, c'est même plutôt très difficile, et c'est très difficile pour tellement de raisons différentes, pour des raisons évidentes, quand tu es chef d'entreprise ou décideur, c'est que nous sommes dans un monde interconnecté où toute décision que tu prends a des conséquences plus rapides que ne l'avait encore à l'époque. Tu fais un mauvais pas, tu as un concurrent de l'autre côté du monde qui peut en profiter. Tu prends une décision, elle va être interprétée, surtout si tu es coté en bourse, elle va être interprétée par différents acteurs qui vont te sanctionner ou pas parce qu'ils vont y chercher les valeurs qu'il y a derrière ou une certaine conformité à ta mission et tes objectifs. Donc rien que ça, c'est une pression énorme. Et puis, on se rend compte qu'au niveau du cerveau, décider, c'est quelque chose que le cerveau ne fait pas facilement. Les neurosciences nous disent, c'est assez interpellant, que notre cerveau serait plutôt un grand flemmard, si tu permets l'expression, je vais le dire de manière plus élégante. Notre cerveau fait des économies d'énergie, c'est-à-dire que le carburant premier de notre cerveau, c'est la glucose. Il est assez jaloux de préserver ces énergies-là. Donc, une des conséquences, c'est, comme je l'ai exprimé il y a quelques minutes, c'est que d'abord le cerveau va véritablement expédier les décisions, et donc il va créer soit ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des raccourcis de pensée, soit des biais cognitifs, qui sont eux aussi des raccourcis de pensée, mais qui sont basés sur tes expériences, ton environnement, ton éducation, ce que Freud dirait, ton surmoi, mais des raccourcis de pensée. On va expédier la décision de la manière la plus rapide possible pour préserver son glucose. Ça, c'est une des choses que le cerveau fait. L'autre, qui est un peu plus embêtante, c'est qu'on voit aujourd'hui en neurosciences que le cerveau est interconnecté. On pensait à une époque qu'on prenait nos décisions, nous, Homo sapiens, avec cette partie chez moi très dégagée, qu'est le préfrontal, le cortex préfrontal. Eh bien non, on prend nos décisions avec plusieurs parties du cerveau. L'idée d'un cerveau gauche et droit, ça c'est un mythe. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'on prend nos décisions
en connexion avec, par exemple, le cerveau limbique, donc le cerveau, le siège de nos émotions, dans certaines circonstances avec notre cerveau primitif, reptilien, avec les amygdales. Les amygdales, c'est grand comme le bout de mon doigt, amygdalia, c'est un haricot en grec, et donc la surface cognitive des amygdales, si on était informaticien, toi et moi, on dirait c'est 1 kilobit, alors qu'on dispose ici de gigas, et pourtant dans certaines circonstances, stress ou peur, c'est cette partie-là du cerveau qui va prendre des décisions. Donc les émotions s'en mêlent, on définira plus tard comment, mais on se rend compte que notre cerveau est un gros accro à la dopamine. C'est une grande influence sur nos prises de décision, j'y reviendrai. Et puis après, il y a notre fameuse vieille amie, tu sais, le Jiminy Cricket ici qui te souffle, vas-y Cédric, je le sens bien, prends cette décision, sur laquelle on a tendance à se fier. Eh bien, les neurosciences viennent balayer cette intuition, c'est de ça que je parle, en nous disant, ne vous y fiez pas. Les intuitions sont dans la majeure partie des cas un leurre, sauf quand elles sont basées sur un certain nombre de critères. C'est l'exemple typique ce capitaine de pompiers qui est dans son immeuble, qui intime à son équipe de quitter cet immeuble en 2 minutes et l'immeuble s'effondre. Évidemment, toute la presse internationale l'interroge et lui demande mais comment est-ce que vous avez trouvé cette inspiration? Et lui dit j'étais sûrement connecté, donc cette fameuse intuition. Les neurosciences nous disent pas du tout. L'intuition, en fait, c'est la réminiscence. Ce sont un certain nombre d'indices qui, les uns après les autres, s'accumulent et arrivent à une solution qui sont basées sur une expérience passée. Ça remet un peu l'intuition à sa place, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça remet l'intuition à sa place, et il faut pour ça un cadre clair pour pouvoir se fier aux intuitions, c'est-à-dire qu'il faut une expérience approfondie et régulière, il faut un environnement stable et régulier, et puis il faut des feedbacks, c'est-à-dire il faut avoir vécu 1000 feux pour pouvoir chaque fois vérifier ses intuitions. Bref, toutes des caractéristiques, tu reconnaîtras qu'ils ne sont pas spécialement l'environnement dans lequel les entrepreneurs ou les investisseurs vivent, puisqu'ils sont la majeure partie du temps, dans des choses assez nouvelles, ils doivent développer des marchés, ils doivent prendre des décisions avec plusieurs inconnus. Donc l'intuition, pas top pour s'y fier. Et donc tout ça, quand tu mets ça en tout, ça rend la décision immensément compliquée en fait. Et donc il faut trouver des parades pour assurer aux managers de prendre les meilleures décisions. Alors justement, c'est le moment où je voudrais te parler de ton livre. Donc je le montre à l'écran pour ceux qui nous regardent en vidéo. Ça s'appelle « La décision idéale existe », ce qui est assez surprenant comme titre, étant donné tout ce que tu viens de dire. Et la première chose que j'ai bien aimé dans ton livre, c'est qu'il n'est pas... C'est pas un énorme bouquin. J'en ai lu beaucoup, des bouquins sur la prise de décision, parce que c'est un sujet passionnant. Et toi, tu as fait un livre qui est finalement, c'est sa première qualité pour moi, c'est qu'il est vraiment facile à lire, il est compact. Et ce que j'ai beaucoup aimé, tu vois, j'ai plein de pages qui sont cornées et plein d'endroits qui sont encadrés. Et puis, j'ai pas oublié de prendre mon petit carnet à côté parce que... Fabuleux! Et oui, j'ai fait tous les exercices, voilà, j'ai noirci des feuilles de papier. C'était l'idée, effectivement. D'ailleurs, je vais te dire un truc, je me suis rendu compte que j'étais plus habitué à écrire à la main parce que je me tapais des crampes dans le majeur et dans le pouce en écrivant, donc ça a été aussi une bonne expérience sportive pour ma main droite. Et donc voilà, j'ai trouvé d'abord que c'était facile à lire, que c'était compact. Pourtant, tu parles de concepts qui sont pas forcément des concepts très faciles en soi, mais je trouve que c'est bien illustré, bien expliqué. Et ce que j'ai aimé aussi, et je pense que c'est ça qui devrait parler aux entrepreneurs et aux hommes d'action qui nous écoutent, c'est que justement, il y a un passage à l'action qui est rapide. C'est-à-dire assez vite, tu nous mets dans des exercices qui sont plutôt gratifiants à faire en plus, puisque on réfléchit sur soi-même et que c'est toujours assez agréable. Et voilà. Et l'autre chose, donc j'ai bien aimé ce format compact, facile à lire et le passage à l'action, sans pour autant être superficiel, parce que tu survoles pas les sujets, tu rentres quand même en profondeur dans les sujets, mais évidemment avec une approche chef d'entreprise, pas avec une approche de médecin ou de scientifique. Et l'autre chose que j'ai bien aimé,
parce que je te dis, j'en ai lu pas mal, c'est que j'ai trouvé que ton approche, elle était originale. Alors, je dis pas que les concepts dont tu parles sont originaux, ils datent de siècles et de siècles, mais je dirais que la manière d'amener la prise de décision, elle est vraiment intéressante. C'est-à-dire que moi, dans ce que j'avais lu, j'avais toujours un petit peu vu deux écoles. Une qui est dans l'ultra-rationalisme, c'est-à-dire de toute façon, effectivement, il y a une seule bonne décision et il faut trouver laquelle. Et donc, il faut des données, il faut de la data, il faut des process, etc. Puis quand c'est dans tel cas, on décide comme ça, puis dans tel autre comme ça, etc. Ça, c'est, je dirais, ce serait la droite de notre représentation de la prise de décision. Puis à gauche, ce que tu as décrit, la personne qui décide à l'instinct, l'intuition, et qui décide de manière au feeling. Et souvent, on met tout ça dans le même sac, alors que tu l'as tout à fait dit avec justesse, c'est que en réalité, l'intuition, c'est une mémoire. C'est on décide par rapport à des similarités qu'on a observées. C'est-à-dire que j'ai déjà été dans cette situation, il s'est passé ça, donc je peux anticiper par rapport à ce que j'ai connu, etc. Et souvent, bah, évidemment, ces deux méthodes, elles ont leur qualité, leurs défauts. Par exemple, leur rationalité, c'est on n'a jamais toutes les données d'un problème avant de décider. Évidemment, on ne sait pas prédire l'avenir. Personne ne sait prédire l'avenir. Donc, l'approche totalement rationnelle, elle est vouée à l'échec. Et tu l'as détaillé un peu plus que je vais le faire maintenant, mais effectivement, l'intuition, ça a ses limites. C'est-à-dire qu'il faut se retrouver dans des conditions compatibles avec la prise de décision, ce qui est assez rarement le cas quand on est chef d'entreprise, puisque on a toujours l'impression de devoir prendre une décision sur quelque chose de nouveau. Sinon, c'est plus vraiment une décision. Et donc, toi, tu prends une approche qui est ni l'une ni l'autre, j'ai l'impression. T'en parles dans le livre, mais tu prends un premier concept que j'aime bien, qui est l'alignement, et tu prônes la notion d'alignement entre notre raison d'être personnelle, et t'insistes sur le fait que une décision, c'est personnel. Donc l'alignement entre la raison d'être, les valeurs que l'on peut avoir en soi, ou qu'on ait envie de développer, et l'ambition. Et ça, je trouve que c'est un angle vraiment original par rapport à l'opposition classique rationalité-intuition. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet alignement? Avec plaisir. Mais Cédric, d'abord, merci de tes commentaires. J'ai fait ce livre justement pour qu'il soit lu et pratiqué. Il s'adresse vraiment à des décideurs. Et donc, comme toi et moi, on sait qu'après 100 pages, quand on est décideur, on ne lit plus. Et donc, je suis vraiment restreint, il en fait un peu plus, mais je me suis vraiment restreint à expliquer une méthode concrète, que ce soit pas du blabla, qui soit basée sur l'expérience. Ce qui m'importait, c'est que, je vais y venir dans un instant, c'est que c'est nourri par les neurosciences. Donc, c'est pas juste une expérience personnelle ou une vision du monde ou un vœu pieux. Alors, tu l'as fait, je t'en remercie aussi d'insister. Je demande dans mon livre à ce qu'on l'écrive, c'est un exercice qu'on ne fait plus beaucoup de nos jours, mais c'est vrai que ça active énormément cette écriture, active dans le cerveau par justement le geste, énormément les cellules de la mémoire. On ne sait pas, et d'ailleurs si tu veux retenir quelque chose, tu as même intérêt à l'écrire, c'est encore autre chose. Bref. Pour revenir 2 secondes avant que j'y aille sur l'intuition, tu sais que j'ai eu beaucoup de résistance de la part d'entrepreneurs. Oui, d'accord, mais j'ai quand même eu des décisions que j'ai prises basées sur l'intuition, dans des conditions qui étaient nouvelles pour moi. Donc, qu'est-ce que tu as à dire à ça? D'abord, on a un biais qui est celui de se souvenir des intuitions qui ont fonctionné par rapport aux 1500 autres où tu te dis ce deal ne marchera pas, ou bien la file de gauche ira plus vite que la file de droite. Ça, on oublie en général. Oui, par exemple, ton histoire du pompier, il a peut-être demandé 50 fois à l'équipe d'évacuer des lieux d'incendie. Et juste on l'a pas remarqué, ça s'est pas effondré. Mais... Exactement. Et donc ça c'est des biais de confirmation. Et puis, il y a le phénomène chance qui vient lui aussi, qui est important, et on le sait dans le business. Alors, j'aime bien comment tu l'as présenté. Je pense que ce que je mets en avant, qui est de travailler sur sa raison d'être, pourquoi on fait les choses, c'est vieux comme le monde, c'est présocratique, c'est déjà à l'époque, on s'interrogeait sur notre rôle et le pourquoi de notre vie dans l'organisation du cosmos, que les Grecs appelaient le topos. Donc, ça a plus de 2000 ans ou plus de 5000 ans d'existence, c'est ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que
les neurosciences nous disent que lorsque nous, je vais vraiment le faire rapidement, je l'explique beaucoup plus dans le livre, mais lorsque nous prenons des décisions qui sont en consonance avec ces éléments-là que nous révélons, c'est pour ça que j'insiste sur l'aspect pratique de les révéler. Alors, il y a une partie assez jouissive, tu l'as dit, qui est de se mettre dans une introspection, d'interroger ses amis, etc. Enfin, il y a toute une série de processus que j'amène à faire. Les neurosciences nous disent que lorsque tu es en consonance avec ta raison d'être, le pourquoi tu te lèves le matin ou le pourquoi de ton entreprise, tes valeurs, ta vision et encore mieux l'impact de ta vision, eh bien, cette consonance produit de la dopamine. À l'inverse, si tu prends des décisions qui sont à l'inverse de tes valeurs, des valeurs d'honnêteté, d'intégrité, je ne sais pas, de partage, tu vas produire de la cortisol au niveau du cerveau. Ça, c'est de l'inflammation, la cortisol, pas bon du tout. Et donc, les neurosciences viennent juste nous dire et nous confirmer ce qu'on pensait ou ce que j'ai pensé et que j'ai vu dans la pratique avec des résultats, mais les neurosciences nous confirment qu'on a intérêt à faire ce travail pour continuer à prendre des décisions une fois pour toutes qui viennent non seulement conforter le cerveau, mais éviter, je parle des décisions importantes de nouveau, professionnelles, qui viennent éviter les biais cognitifs que j'ai évoqués, celui de confirmation, celui de halo, il y en a des très amusants là-dedans. Mais en tout cas, pour le dire à l'envers, ce que j'ai écrit et ce que je me suis rendu compte que, à l'aune du recul que j'ai pu avoir, c'est que toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai prises soit parce que je les ai prises en intuition. Je sais que c'est un sujet que tu aimes particulièrement bien, mais Dieu sait si j'ai recruté des gens, et Dieu sait si j'ai recruté des gens basés sur l'intuition, tu sais, ce feeling, je la sens bien cette personne, très mauvais. J'ai pris des décisions sous stress, c'est-à-dire sur cette partie cognitive qui est extrêmement limitée et qui ne te permet pas de prendre des décisions. Aujourd'hui, si on me demande de prendre une décision en 5 minutes et qu'elle est importante, je fais stop. Parce que je sais qu'il faut un recul. Et donc, plus jamais je ne prends de décision sur le stress. Et aussi des décisions où tu crois que tu as une décision réfléchie, mais en fait, c'est juste le cerveau qui t'envoie avec des biais de considération. Tu vas investir dans une firme parce que tu as été impressionné par la réception qui est jolie, le CEO est sympa et il a l'air dynamique, il est charismatique. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de halo, c'est-à-dire que tu prends une petite partie qui influence le reste, l'entièreté de ta décision. Tu n'as pas vu les comptes, tu n'as pas vu la comptabilité, tu n'as pas vu comment ça s'est passé. Donc, toutes les décisions mauvaises de ma vie, je sais que je les ai prises sur bien de ce que je dénonce, ou en tout cas sur lesquelles je porte l'attention dans mon livre. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Et quand tu parles de sécrétion de dopamine, qu'est-ce qui nous fait... Qu'est-ce qui génère de la dopamine dans le processus de décision traditionnel? Alors, il n'y a pas que de la dopamine. Si tu veux, il y a un phénomène qui procède à la prise de décision du cerveau. Le cerveau se nourrit d'un certain nombre... C'est ce qu'on appelle les neurotransmetteurs ou les hormones. Alors, tu as... on pourrait parler des modèles théoriques de la prise de décision, des émotions. Donc, en théorie, les neurosciences nous disent quoi? Les émotions résultent de la perception d'un changement physiologique. Maintenant, il y a des grands débats qui sont, est-ce que ces changements physiologiques sont antérieurs ou postérieurs à la réaction? C'est-à-dire, est-ce que je tremble parce que j'ai peur, ou est-ce parce que j'ai peur que je tremble? Aujourd'hui, le débat est encore ouvert. Ou alors, est-ce que c'est concomitant? Je pense qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que notre cerveau interconnecté est interconnecté notamment par ces neurotransmetteurs. Et donc, dans ces neurotransmetteurs, tu trouves la sérotonine, est associé à l'humeur, à la tristesse. Tu trouveras la noradrénaline qui est associée à la colère. Tu trouveras le cortisol qui est associé au stress ou à l'anxiété. Et enfin, la dopamine qui est associée au plaisir. Et tout ça va avoir une influence sur ta décision. Je vais te donner un exemple. Je le dis dans mon livre parce que je trouvais ça intéressant. Mais si un jour, tu dois revoir ton contrat d'assurance vie ou un contrat assez important, tu as intérêt à être de mauvaise humeur parce que ça va envoyer un signal à ton cerveau que les choses ne sont pas bien, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui va mettre ton cerveau en état d'alerte et tu seras extrêmement plus attentif à certains détails contractuels. Ne prends jamais un contrat d'assurance alors que tu as, je ne sais pas, réussi quelque chose de merveilleux ou passé une excellente soirée avec tes amis parce que tu vas survoler et tu ne vas pas voir les détails. Donc tu vois, ces neurotransmetteurs vont avoir une influence sur la manière dont tu vas prendre tes décisions. La dopamine
fait partie d'un circuit extrêmement connu aujourd'hui en neurosciences qui influe sur notre prise de décision. On se rend compte que nous sommes continuellement en recherche de plaisir et de récompense. C'est comme ça que nous fonctionnons. Les gens qui disent j'ai pris une décision avec le cœur, en fait, c'est prendre une décision dans la recherche de la ressource. Je suis désolé de tuer les papillons et les libellules, mais c'est comme ça. Les gens qui doivent, comme moi, faire un peu attention à leur poids et faire des régimes savent très bien que ce qui fait plaisir n'est pas spécialement bon pour la santé, mais dans les décisions, c'est pareil. Ce qui te fait plaisir n'est pas spécialement ce qui te donnera la meilleure décision. J'ai parlé de recrutement, ou j'ai parlé de certaines décisions que j'ai prises dans ma vie, qui s'avéraient pas les meilleures décisions. Eh bien, je me suis rendu compte avec le recul que je les ai prises sous un gros coup de dopamine. L'une des décisions, j'ai accepté un job parce que je pense que j'ai connu une petite inflation d'ego qui m'a fait très plaisir qu'on vienne me chercher pour ce job-là. Et puis, il y a eu d'autres biais qui se sont mis en avant aussi, mais j'aurais dû réfléchir comme un statisticien et avoir plus d'informations. De même, je sais, parce que j'ai entendu certains de tes podcasts, prendre des décisions de recruter quelqu'un, on se rend compte que parfois, tu as une personne qu'on trouve vachement sympa parce qu'elle pense comme nous. Hop, petite pompe à dopamine, on a beaucoup de plaisir dans l'entretien et finalement on opte pour cette personne-là, très mauvaise idée. Il vaut mieux avoir de la sérotonine pour venir en interview. Il vaut mieux trouver que le monde est triste et extrêmement dangereux pour interviewer quelqu'un. Enfin, il y a d'autres trucs, tu sais, mais voilà. Le gros truc de la méthode que j'utilise moi pour justement contrer ce biais d'ultra-positivité vis-à-vis de la personne que tu as, parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu fais un entretien, c'est qu'effectivement, tu as envie que ça se passe bien. On est là en face de l'autre, on n'a pas envie qu'il y ait de moments un peu compliqués, etc. Donc, tu vas tout faire pour faciliter la tâche à la personne que tu as en face de toi. Et en plus, on a l'impression qu'on a le même objectif. C'est-à-dire que lui, il a comme objectif de trouver un job, et toi, tu as comme objectif de trouver quelqu'un pour ton job. Donc, on a le même objectif. Sauf que c'est pas forcément la bonne personne. Et donc, le conseil, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est de dire, au début du process de recrutement, c'est-à-dire quand tu as beaucoup de candidats, il faut être ultra négatif. Ne se concentrer que sur ce qui va faire que ce candidat est mauvais. Comme ça, on sélectionne beaucoup plus vite. Dans la deuxième partie du processus de recrutement, il reste plus que, théoriquement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais théoriquement, il ne reste plus que les moins mauvais. Donc, c'est le moment, là, d'être sympathique et de mettre la personne à l'aise et de voir et c'est comme ça, je trouve, qu'on réussit effectivement à être plus clairvoyant par rapport au recrutement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Cédric. Et puis, un recrutement, c'est scientifique. Tu peux le faire de manière scientifique. Le recrutement au feeling, c'est absurde. C'est un truc. Absolument. Et pourtant, on le fait tout le temps. Et pourtant, on le fait tout le temps, exact. On le fait tout le temps. C'est soit ce que tu viens d'exprimer, un peu trop d'optimisme, soit les biais de représentativité ou de halo, c'est-à-dire qu'une personne présente bien, parle bien, ça n'en fait pas un bon manager. Mais on aurait tendance à être séduit par une personne qui parle et qui présente bien. Une des manières objectives serait de mettre les critères que tu as en tête et de les coter. Ça paraît très basique, mais en fait, tu mets les quelques critères de compétence, de personnalité, de fiabilité, et tu cotes de 1 à 5. Et à la fin, quand tu as vu tes candidats, tu les cotes. Et puis tu prends celui qui a le plus grand résultat. Et ce ne sera pas spécialement celui pour lequel tu as plus de sympathie. Et ça, c'est très bien. Meilleur moyen de recruter un bon manager, si c'est ça qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a déjà des expériences réussies de management dans sa carrière. C'est quand même voilà. C'est un très bon critère, et je suis tout à fait d'accord avec toi. L'expérience, est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu as réussi? Exactement, bien sûr. Alors, en fait, ce qui m'intéresse aussi dans ton approche, c'est justement, alors j'espère que je vais bien l'exprimer, mais on a besoin d'avoir du plaisir à court terme dans ce qu'on fait, et la décision en fait partie. C'est-à-dire que on a envie de prendre du plaisir quand on prend notre décision. Mais malheureusement, cette envie de prendre du plaisir quand on prend une décision, ça peut nous amener à prendre de mauvaises décisions. Et ce que j'ai bien aimé dans ton approche, c'est qu'elle réconcilie cette volonté d'avoir du plaisir à court terme, tout en sachant qu'on fait quelque chose qui est bon pour le long terme. Parce que comme on a travaillé avant, tu vas détailler après comment on fait, enfin détailler le process,
effectivement, dans ton approche de la prise de décision, il y a un travail qu'on fait avant de devoir prendre des décisions, qui est de créer notre propre référentiel, en fait. Finalement, je suis moi, qu'est-ce que je veux être, enfin, c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon ambition. Donc, dans quel cadre je me pose, qu'est-ce qui est important pour moi et vers quoi je veux aller. Et une fois qu'on a défini ça avec une bonne précision, on a beaucoup moins de difficultés à savoir quelle décision on va prendre. Et ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que c'est au moment où on prend la décision qu'on sait qu'on prend de toute façon la bonne décision, parce qu'on a fait ce travail avant. C'est-à-dire que on prend une décision qui est cohérente avec qui on est, avec qui on veut être, tout en ayant l'assurance que ce sera peut-être difficile dans la mise en œuvre, etc., etc. Mais en tout cas, on n'a pas pris une mauvaise trajectoire, puisque cette trajectoire, c'est celle qui nous correspond. Et ça aussi, je trouve que c'est vachement intéressant. Et aussi, ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est que, et c'est souvent l'approche des chefs d'entreprise ou des gens qui travaillent au contact des chefs d'entreprise, parce que souvent on a une manière de faire qu'on découvre et puis qui nous convient, et c'est après, en lisant des bouquins ou en regardant une émission, etc., qu'on se dit « Ah oui, mais en fait, ça correspond à un concept scientifique ». Ça aussi, j'ai bien aimé dans ton approche. C'est qu'en fait, on a la validation que oui, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Exactement. Mais c'est pas facile, Cédric. Je suis ravi, si tu veux nous en parler, je serais ravi de faire un tour avec toi en direct sur l'exercice que tu as fait. C'est pas facile de prendre le temps de le faire, on transpire. Je suis à 1000 lieues, tu sais, de ces recettes faciles que tu vois beaucoup maintenant fleurir un peu partout, maigrir en 15 jours sans effort. C'est pas trop mon truc. C'est un processus où tu dois prendre le temps de t'arrêter, d'écrire à la main, pour les raisons qu'on a exprimées, et puis d'avoir une réflexion. Mais je pense que ça, c'est la base solide pour créer alors ce que j'appelle après le référentiel. La décision idéale, en fait, merci de revenir là-dessus. Même si le titre du livre est un peu provoquant, je n'ai pas dit que c'était la décision parfaite. J'ai dit qu'elle était idéale parce que pour moi, et je l'ai définie, c'est d'abord exactement comme tu l'as dit, une décision qu'on ne va pas regretter, qu'on va pouvoir assumer dans le futur. Une décision qu'on a prise nous-mêmes en autonomie, c'est-à-dire pas sous influence de quelqu'un d'autre qui décide à ta place. Quand c'est une décision importante, tu es quand même bien content. Et une décision qui contribue à construire l'avenir que tu désires. Alors, on n'a aucune prise sur les choses, il y a une incertitude totale dans le monde dans lequel on vit, mais le meilleur moyen, enfin c'est une phrase connue, hein, le meilleur moyen de connaître l'avenir, c'est de le créer. Et donc, pour moi, c'était ces trois éléments-là que j'avais envie de mettre en avant, et c'est pour ça que j'ai invité à faire ce processus, dont l'un est de mesurer l'impact de ta vision, parce que celui-là, il est intangible. Ta vision dans ta vie peut changer. Aujourd'hui, toi, Cédric, tu peux me dire, dans 5 ans, j'ai envie d'être ça, mais tu peux changer d'avis. J'ai presque envie de te demander, qu'est-ce que tu aurais envie d'être dans 10 ans? Tu pourrais avoir l'idée, que je connais quand même un peu ton podcast que j'adore, il y a d'énormes valeurs de partage, etc. Tu pourrais avoir une vision dans 10 ans de faire autre chose, de faire de la télé, de faire, que sais-je moi, des conférences dans le monde, ou changer même de métier. Mais je pense que l'impact que tu as aujourd'hui, qui est celui d'aider les entrepreneurs, celui-là, il sera intangible. Tu vas continuer à vouloir aider les gens et avoir ces valeurs d'utilité et de partage. Donc ça, c'est le caractère intangible qui m'intéresse. Pour parler du processus, moi je l'ai trouvé, j'ai pas eu de déplaisir du tout en le faisant. Par contre, ouais, ça demande du boulot, ça demande je vais citer un exemple, de revenir parce que tu donnes beaucoup d'exemples et du coup ça aide, je dirais, à faire le processus, mais à un petit peu revenir à qui on était quand on était ado, qu'est-ce qui nous faisait plaisir, etc., etc. Et je trouve que c'est vraiment plaisant de revenir là-dessus. Et d'ailleurs, on se rend compte a posteriori qu'on a on a pris certaines décisions au niveau professionnel qui sont cohérentes avec qui on était quand on était beaucoup plus jeune. Je vais donner un exemple. Moi, quand j'avais 12 ans ou par là, moi, mon objectif, mon idée de travail idéal, c'était d'être réalisateur de films ou de faire des bandes dessinées. Je faisais des bandes dessinées que je vendais d'ailleurs dans mon école, etc.
quel est le rapport avec ce que je fais aujourd'hui en étant entrepreneur et en ayant fait le podcast? Le rapport, c'est qu'en fait, ce qui me plaisait à l'époque, c'était de faire vivre une expérience à d'autres personnes. Et à partir du moment où j'ai trouvé ce fil directeur, je me suis rendu compte que un peu plus tard, quand j'étais étudiant, je me suis mis aux jeux de rôle. Et donc les jeux de rôle, c'est on est maître du jeu et on a des joueurs et on leur fait vivre une aventure, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'étais pas réalisateur de films ou écrivain eh bien, dans ce que je faisais, il y avait toujours les mêmes composantes qui se retrouvaient. Et donc, oui, ça demande un peu d'introspection et puis de retour en arrière, etc. Mais j'ai trouvé que justement, ça secrétait beaucoup de plaisir à le faire. Et donc, j'ai pu utiliser les exercices que tu m'as fait faire, etc., pour déterminer un certain nombre de critères et de choses. Et je l'ai appliqué. Alors, je peux pas parler de la décision que j'ai prise parce qu'elle n'est pas forcément, voilà, je peux pas en parler sur le podcast, en tout cas pas aujourd'hui. Mais ça a éclairé ma décision. Enfin, ça m'a aidé à décider d'une manière limpide. C'est-à-dire que ça a enlevé tous les doutes que je pouvais avoir autour de cette prise de décision que j'avais à faire. Et c'est ça où j'ai ressenti du plaisir, c'est de dire, au moment où je prends cette décision, je n'ai plus de stress. Parce que finalement, en fait, elle me fait plaisir au moment où je la prends, parce qu'elle est cohérente avec qui je suis. Et elle ne me génère aucune angoisse, parce que c'est cohérent aussi avec qui je veux devenir. Avec mon impact, l'impact que je veux avoir sur le monde, etc., etc. Et donc, tu vois, c'est ça, c'est cette notion de plaisir immédiat, mais en même temps où parce que quelquefois, tu peux prendre une décision effectivement rapidement, pas parce que tu as un shoot de dopamine. Le problème, c'est que le lendemain, tu vas dire, bon, dans quelle galère je me suis mis, parce que ça correspond pas vraiment à ce que je veux faire. C'est-à-dire que maintenant que je suis en situation, c'est plus du tout la même histoire, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça, ça m'a donné envie de te parler d'un autre concept dont on parle souvent sur Outils du Manager, qui est un concept. Alors moi, j'aime beaucoup Nassim Nicolas Taleb. Il y a eu des épisodes là-dessus, antifragilité, etc., etc. Et il a un bouquin qui est moins connu que les autres, qui s'appelle Skin in the Game, donc en français, risquer sa peau, où il explique qu'en fait, pour prendre une bonne décision, il faut que on joue sa peau. En fait, je vais le prendre en négatif, ce qui reproche aux très grosses entreprises ou aux infrastructures qui se sont développées dans tous les pays et au niveau européen, etc., c'est que lui dit que de plus en plus, il y a des gens qui prennent des décisions qui n'auront aucun impact sur leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'ils aient pris une bonne décision ou une mauvaise décision, finalement, leur vie va pas changer beaucoup. Et il dit, c'est pour cela qu'on prend de mauvaises décisions. Skin in the game, ça veut dire que pour décider le mieux possible, ou pour que dans ton entreprise, les meilleures décisions soient prises, il faut qu'elles soient prises par des personnes qui devront en assumer directement les conséquences. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Effectivement, alors, il y a une chose qu'on peut reconnaître, toi et moi, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans les entreprises, on décide mal, on ne décide pas, dans la majeure partie des cas, on évite de décider. Exact. On a peur de décider, on développe toute une série de stratégies pour ne pas décider, ou en tout cas pour décider mal. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est que des personnes qui décidaient bien, mais dont le résultat n'est pas à la hauteur des espérances parce qu'il y a des inconnus, sont en général pénalisées, alors que des personnes qui ont un coup de chance sont, elles, valorisées. Alors que pour moi, je trouve qu'il est important de valoriser des gens qui décident et qui décident bien et qui mettent des process en œuvre pour bien décider. Alors, le skin de game, j'aime beaucoup parce que ça me parle dans le sens où, aujourd'hui, on le sait, notre cerveau, c'est dans la décision qu'on vient d'évoquer. Il n'y a pas seulement du rationnel, on se demande d'ailleurs où est le rationnel, il y a aussi cet aspect d'émotionnel, tu joues sur les caractères émotionnels, tes guts, le pourquoi tu fais ça.
Euh, je voudrais rapprocher ça en fait à quelque chose que tu as déjà traité. Je trouverais que ce serait intéressant d'en parler maintenant. Je me rappelle que tu as fait un podcast sur l'intelligence artificielle et est-ce que ça va remplacer le processus de décision. Et j'ai trouvé ça fort intéressant parce que toi et moi, je pense qu'on arrive à la même conclusion. Il n'y a jamais une machine qui va remplacer la décision d'un entrepreneur. Je pense que l'intelligence artificielle va aller très loin, mais il n'aura jamais cet aspect skin in the game qui fait la différence parce que nous sommes des êtres d'émotion. Alors, c'est de la science-fiction, les gens te diront, mais bien entendu, un jour, les machines auront la propre conscience d'elles-mêmes et c'est là où ça va partir en cacahuète. Mais je pense que déjà aujourd'hui, on peut voir un certain nombre de machines qui prennent des décisions. Moi, je ne m'y fie pas. Le premier exemple qui vient en tête, c'est ces voitures autopilotées. Quelles sont les valeurs de prise de décision que le programmeur y a mis? Moi, ça me rassure pas du tout de ne pas le savoir. On sait, je pense, que la valeur numéro 1, c'est de protéger les passagers. Alors, mettons que cette voiture dérape sur une plaque de verglas, tu as en face un couple de retraités, au milieu un gamin qui joue avec un ballon, et à gauche un mur. Quelles sont les valeurs selon lesquelles cet algorithme va prendre sa décision? Si c'est la protection des gens qui sont à l'intérieur, le choix est limité. C'est pas très rassurant. Non, c'est clair. Et donc, ces notions de valeurs qui sont tirées de ta propre expérience, chacun a sa propre valeur. J'ai beaucoup aimé manager d'ailleurs mes équipes par les valeurs. Parce que les valeurs, c'est comment on travaille ensemble. Ce sont des principes, certains souvent non dits, qu'il est intéressant de dire. Tu as fait l'exercice je suppose, de les mettre à jour. Et en fait, quand tu fais cet exercice, ça prend un certain temps, mais quand tu es conscient de tes valeurs, tu as un instrument mais phénoménal qui ne peut pas prévoir le futur, mais qui peut en partie expliquer comment tu vas réagir. Et pour s'en convaincre, il suffit de se retourner sur les 20 dernières années et te rendre compte que tu as pris certaines décisions que tu peux expliquer aujourd'hui en fonction de certaines valeurs que tu avais. Soit parce qu'on est venu les chatouiller, soit parce que tu les as pris pour des manières positives. Et donc, le travail sur les valeurs que jamais aucune machine n'aura, sauf avoir celle du programmeur. J'ai un autre exemple qui vient en tête, qui est celui-là plus dramatique. Rappelle-toi, après les attentats aux États-Unis, 9/11, ils ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle au départ, et encore jusqu'à pas longtemps, dans les portiques des aéroports, où les caméras, en fait, visionnaient les faciès d'un certain nombre de personnes pour savoir il fallait les fouiller ou pas, parce qu'elles présentaient un caractère de dangerosité. On s'est rendu compte qu'à 80%, c'était des personnes d'origine africaine. Et donc, voilà les valeurs qui étaient celles du programmeur. C'est pas très rassurant et c'est plutôt interpellant. Donc, j'ai bien aimé cette notion de skin in game parce qu'elle reflète parfaitement une prise de décision du nouveau cerveau qui mêle à la fois le rationnel, ça la machine peut le faire, mais l'émotionnel, le ressenti et l'expérience. Et ça, je pense qu'on est loin de pouvoir le faire au niveau de l'intelligence artificielle. Exactement. À propos d'ailleurs des valeurs, c'est toujours un exercice qui est compliqué parce que on met pas forcément les mêmes significations derrière les mots. J'ai trouvé que le livre était bien fait parce que, je sais pas si j'ai marqué le truc, mais non, je l'ai pas sous la main. Mais voilà, ce qui facilite beaucoup ce travail-là, par exemple, c'est que tu proposes pas mal de listes très très fournies de différentes valeurs, etc. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est pas trop compliqué, et puis ça te met en route, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le livre, très pragmatique. C'est que s'il n'y a pas exactement la valeur que toi tu aurais mise, tu peux l'ajouter, mais tu as aussi beaucoup d'exemples, et je veux dire, ça met le cerveau sur la bonne route, et après c'est très facile de faire l'exercice. Et c'est un peu l'objectif, Cédric, c'était de ne pas arriver avec un livre théorique sur les valeurs. Il y en a des centaines dans les rayons de management, de développement personnel. Certains sont très bien faits, mais très théoriques. Ici, j'avais envie de dire, si vous ne trouvez pas votre valeur parce que vous n'agissez pas, c'est une façon d'y aller, soit tu es top-down, tu parles d'une valeur et tu te dis oui, c'est comme ça zéro pour moi. Fais-le en bottom-up, c'est-à-dire quel comportement tu as dans cette de quel comportement tu es fier et de quel comportement tu peux te reprocher après coup. Exactement. Et ça exprime des valeurs. Et ça, c'est bien foutu dans le livre, je trouve aussi, c'est que c'est assez facile de le faire, et tu as tout à fait raison. Les valeurs, c'est tellement quelque chose qui est personnel que moi, ça me paraît impossible de confier une décision à une intelligence artificielle
qui elle va pas avoir de pondération de valeur. Non, absolument. Voilà. Alors que nous, on pondère, ça vient de qui on est, de qui on a envie d'être, de notre éducation. Enfin, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte Absolument, tu as tout à fait raison. Et les valeurs, tu les as une fois pour toutes, hein, tes valeurs, mais elles évoluent au niveau hiérarchique. C'est-à-dire, tu as découvert une demi-heure avant le podcast que j'avais une valeur sécurité assez forte. Mais cette valeur a diminué par rapport à la valeur partage qui est maintenant plus importante pour moi. Mais j'ai dû prendre des décisions dans ma vie qui ont été particulièrement difficiles parce qu'elles venaient heurter ma valeur sécurité, notamment l'aversion à la sécurité, notamment financière. Et donc, tu tiens compte de ce genre de choses et les valeurs évoluent. Et de nouveau, effectivement, dans une machine, c'est quoi la pondération de ces valeurs? Aucune idée. Non, justement. Mais pour le manager que nous sommes, les gens qui gèrent des équipes, moi j'ai vu, c'est pas de la théorie, moi j'ai réglé, je pense, pour le dire autrement, que la majorité des conflits que j'ai vus dans les équipes sont des conflits de valeurs. Oui. C'est pas des conflits personnels, c'est des conflits de valeurs. Donc exprimons-nous sur les valeurs. Et tu as raison, des valeurs peuvent être prises différemment selon les cultures. J'ai eu la chance, ça m'a énormément appris de gérer. Je pense que j'ai eu le maximum d'handicap, si tu veux, comme on dit au golf, dans la gestion d'équipes, parce que j'avais des équipes multidisciplinaires, des ingénieurs, des lawyers, des gens de la com, des techniciens, de cultures différentes. Ils venaient d'Inde, de Singapour, des États-Unis, des lawyers de Londres. Donc tout ça fait que tu dois, à un moment donné, essayer de coordonner une équipe au niveau des valeurs, et tu te rends compte que transparence ou vie privée, c'est pas la même chose au Japon qu'aux États-Unis. Et donc, clarifions ce que ça veut dire et voyons ce qu'on peut faire ensemble si nous décidons qu'une de nos valeurs, c'est transparence. Tout à fait. Oui, ou dans le genre l'authenticité dont on parle beaucoup. Exactement. Il faudrait qu'on... Qu'est-ce que ça recouvre, exactement. Ou la bienveillance. Oui, voilà. Ce genre de mot valise. Exactement. Moi, j'ai un bon test pour ça. C'est qui est contre la bienveillance ici? C'est merveilleux. Si tout le monde est pour, c'est que c'est pas différenciant. Donc, et que chacun, on doit avoir notre définition. Moi, je vais peut-être trouver très bienveillant d'aller faire un feedback négatif à un collaborateur parce que il faut qu'il améliore telle chose, et lui, il va trouver ça très malveillant, il va se sentir critiqué. Et ce qu'il trouverait bienveillant, c'est que j'augmente son salaire sans raison. Tu vois, ça peut, voilà, on peut. Absolument. Tu ajoutes à ça les différences culturelles. C'est très amusant ce que tu dis parce que notre origine française, enfin francophone, par rapport aux Américains, les Américains nous trouvent extrêmement rudes dans l'évaluation. Ouais. Alors qu'un Français va trouver un Américain un peu bullshit. C'est-à-dire qu'un Américain va t'expliquer pendant 10 minutes que c'était merveilleux ce que tu as fait, et les 2 dernières minutes, il va te dire ce qui ne va pas. Nous, on a plutôt une tendance à aller directement sur le point et dire ça n'a pas marché. Et c'est très choquant pour les gens des États-Unis. Tu vois, c'est aussi des choses qui sont intéressantes à gérer. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis, c'est aussi une des choses que je voulais éviter quand on commence à travailler avec des managers, c'est d'employer des mots valises. Je me fais fort de toujours dire à quoi je pense. Quand je pense le mot sens, c'est important de le définir parce que c'est aussi un des apanages d'un certain nombre de livres de développement personnel, c'est d'employer des mots valises comme bienveillance, le sens, l'intuition, ce genre de choses sans définir. Lâcher prise, c'est un autre mot. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais voilà. Est-ce qu'on se fout de tout? Est-ce que ça veut juste dire... Voilà. Alors, on arrive à la fin de notre interview. Moi, j'aime bien terminer sur quelque chose d'activable et d'assez concret. Et je pense que si tu nous décrivais un petit peu le canevas que tu utilises pour justement pour la prise de décision, ça pourrait être assez utile aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, je dirais en synthèse un petit peu, par quel processus tu penses quel est le processus idéal en fait finalement pour prendre la meilleure décision possible, ou plutôt la décision idéale? Ouais. Alors, et de nouveau, hein, entre guillemets, on est d'accord. Mais le premier conseil que j'ai envie de dire aux managers, c'est que je le sais, toi et moi, on a été là-dedans, on est le nez dans le guidon. Et prendre du recul apparaît souvent pour une perte de temps, j'ai pas le temps. Or, en fait, c'est le meilleur service que tu peux te rendre, c'est cette introspection.
Quand téléguidé, c'est encore mieux. Si tu peux te faire aider, mon livre, je l'ai fait de telle manière à ce que d'autres personnes puissent coacher ou accompagner des décideurs. Je pense que ce stop à un moment donné, de prendre le recul, de comprendre pourquoi on doit prendre du recul et pourquoi on doit travailler un peu sur soi, est une chose intéressante. Et donc, j'ai réalisé ce Canva de cette manière-là, de manière qui soit extrêmement pratique. Et donc, je commence par obliger ce que tu as fait à essayer d'écrire des histoires personnelles. Alors, on peut ne pas y voir du lien, et puis soudainement apparaissent des convergences dans tes histoires. Tu l'as dit, l'adolescence, pourquoi est-ce qu'on va aller piquer là-dedans? Ça paraît très freudien, ça ne l'est pas du tout. L'adolescence est encore une période où nous ne sommes pas encore complètement encadrés, où nous sommes encore une centrale nucléaire assez libre. Et donc, c'est là où on va retrouver des choses très puissantes, et tu l'as dit, Cédric, qu'on retrouve plus tard. Je donne un exemple de mon livre que je ne vais pas révéler ici, extrêmement candide de moi à 12 ans, et je me rends compte que ça a influencé l'homme que je suis pendant 40 ans. Cette envie de communiquer, j'y ai pris un plaisir monstrueux. Et à l'inverse, j'ai donné aussi, parce qu'il faut le dire, des exemples négatifs de traumatisme que des gens ont eu, parce que tu tombes aussi sur des histoires qui sont pas très jolies. J'en ai une en tête, d'une personne que j'ai connue, que j'ai accompagnée, qui est aujourd'hui une experte en sécurité informatique au niveau mondial, mais qui est quelqu'un qui a dû protéger sa petite sœur des assauts de son papa. Qui donc était très attentive au bruit des escaliers et qui a donc développé un sens inné de la protection et de la sécurité. Bref, donc les histoires nous forment. Aller chercher ça, c'est un matériel unique. Et puis j'amène en fait le lecteur à être très actif, et c'est-à-dire commencer à écrire, voir des convergences. Je vais très loin dans les valeurs. Je l'ai dit dans la vision. Je crois que c'est la partie amusante, c'est-à-dire où ce que vous voyez dans 5, 10, 15 ans, rêver sans contrainte. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la vision. Oui, elle est importante pour motiver une équipe, mais la vision peut changer, comme tu le sais. Bien sûr. Et donc, j'amène en fait à réfléchir à l'impact. Et puis tout ça ramassé dans ce que tu as expliqué, c'est-à-dire le ramasser dans ce que j'appelle un mantra et le confronter au réel. Moi, je t'invite, puisque, je sais pas, je te poserai bien la question de savoir quel est ton mantra, Cédric, si tu as réussi à le faire. Quelle est ta phrase fétiche qui va maintenant t'aider à décider? Je parle pas de la décision, mais est-ce que tu as quelque chose qui dit qui est Cédric? J'ai écrit, je peux le lire en exclusivité. J'adorerais ça. Créer des organisations efficaces, respectueuses, performantes et pérennes qui permettent aux personnes de s'accomplir en éprouvant le flow au quotidien sans être aliénés à leur travail. Et ça, alors c'est un peu verbeux, mais moi ça me parle. C'est-à-dire que mes décisions, je me suis rendu compte que les bonnes décisions que j'avais prises, elles étaient toujours alignées avec ça, et que les mauvaises décisions que j'ai prises, c'est à chaque fois que je me suis éloigné de ces choses-là. Et d'ailleurs, je l'ai réécrit, je vois un peu plus... Oui, ça peut se réécrire, Cédric, parce que... Créer des organisations pérennes et performantes qui permettent à leurs membres de s'accomplir en éprouvant de la joie au quotidien. Tu vois, c'est plus compact. Et d'abord, bravo. J'aime beaucoup la notion de joie. C'est l'impact que tu veux avoir. Si je t'accompagnais, je te forcerais effectivement à avoir quelque chose de mnémotechnique que tu ne doives plus lire, que tu t'en souviennes. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est ça que l'instrument que je propose est intéressant. Moi, je dis, confrontez-la. Confrontez-la à vos décisions et voyez, d'abord, confronte-la avec le passé. Il n'y a aucun risque de te dire, tiens, cette décision que j'ai prise il y a 5 ans quand j'ai quitté ce job, ou au contraire que j'ai embrassé cette opportunité, est-ce qu'elle correspondait? Est-ce que ça m'a rendu ça? Et tu le vois très rapidement que oui ou non. Et là, ça te donne confiance de le confronter pour le futur. Donc, tu ne révéleras pas la décision que tu prises, mais je suis ravi de savoir que tu l'as pris en conformité avec ce que je viens de nous exprimer. C'est ça l'objectif du livre, Cédric, et tu viens de le résumer de la plus belle manière. Ok, super. Bah écoute, c'est un formidable mot de la fin. Je te remercie infiniment pour cet échange. Et évidemment, on mettra en descriptif du podcast un lien qui vous permettra d'aller voir ce livre si ça vous intéresse. Voilà, moi je dis allez-y les yeux fermés. C'est pas un gros investissement financier. Après, ça peut être un plus gros investissement personnel, mais je pense que c'est ça. Quand tu disais tout à l'heure, oui, il faut perdre du temps pour en gagner, c'est la définition d'un investissement. Hein, donc, oui, je pense.
Effectivement. Après, l'avantage qu'on en retire, en tout cas moi c'est l'avantage que j'en ai retiré, c'est qu'après les décisions sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles puisqu'on a une espèce de filtre, une espèce de canevas dans lequel on peut faire passer nos décisions. Ouais, c'est très. Et effectivement, je pense que c'est un exercice à faire régulièrement parce que ça peut évoluer. On peut avoir Absolument. On peut affiner sa vision au fur et à mesure où on avance. Hein. C'est comme une voiture, plus on avance, plus on éclaire loin. Donc, absolument. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Cédric. Très bonne semaine à tous. Très bonne semaine à toi, merci. Au revoir. Alors, je voulais juste ajouter un petit post-scriptum après cette interview. D'abord, j'espère que ça t'a plu, évidemment. En fait, ce que je voulais dire, c'est que Frédéric m'a proposé qu'on travaille ensemble un petit peu plus sur mon mantra. Et il a évolué par rapport à celui que tu as eu pendant l'épisode. Donc, je voulais être très clair par rapport à ça. J'avais peut-être pas fait l'exercice jusqu'au bout. Et il m'a aidé à avancer sur l'exercice. Et aujourd'hui, mon mantra, il est beaucoup plus court et, je dirais, beaucoup plus profond que celui que j'avais initialement, défini après la lecture du livre. Tout ça pour dire que voilà, Frédéric, c'est quelqu'un qui aime bien aller jusqu'au bout des choses. Et j'ai trouvé ça très généreux de sa part. Donc, je voulais simplement en parler, remercier Frédéric publiquement pour ça. Son bouquin, donc, c'est celui-là. J'ai aucun intérêt financier à le proposer. Je le propose vraiment parce que je trouve que il est très simple et en même temps il est très intéressant. Les exercices qui sont proposés à l'intérieur sont très intéressants. Donc c'est pour ça que je conseille. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao.